Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour Alison, je suis très contente de faire cet enregistrement. Notre rencontre a été assez inattendue, on va dire. C'est la vie qui m'a mis un peu sur ton chemin. C'était lors de l'enregistrement de l'épisode sur la morphopsychologie avec Fanny, où j'ai décidé de me balader dans Cucuron et je suis tombée par hasard sur ta petite boutique là-bas où tu m'as fait tester un casque de réalité virtuelle d'une séance d'hypnose et tu m'as parlé justement de ce que tu faisais, de la PSSM. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas et je trouve que ça mérite d'être abordé. Avant de commencer notre enregistrement, j'étais allée faire un petit tour sur des chiffres clés par rapport à la santé mentale et j'étais assez étonnée de me rendre compte quand même des chiffres qui sont assez importants, à savoir que un Français sur 5 est touché par des troubles psychiques et 10% des Français ont eu des pensées suicidaires cette année. Donc je trouve que c'est des chiffres qui sont assez importants et d'où l'importance de ta formation. Ça montre que tout le monde y est plus ou moins confronté de près ou de loin. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler de toi et nous dire ce que tu as envie? Oui, bonjour Lily Rose. Merci en tout cas pour cette proposition d'enregistrement. J'ai suivi tes podcasts qui sont vraiment géniaux. Alors du coup, c'est vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec toi aujourd'hui. La santé mentale, c'est un grand sujet qui a toute sa place en société, qui prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Les chiffres que tu as énoncés sont même un peu au-delà puisque selon l'OMS, on est à peu près 1 personne sur 4 qui est touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. Par rapport au suicide, c'est sûr que les chiffres sont énormes. On a à peu près en France, en tout cas selon les données de 2016, 200 000 tentatives de suicide par an en France. Et nous avons 10 000 suicides par an en France, selon toujours ces chiffres de 2016, contre 3 000 par rapport aux accidents de la route, donc c'est-à-dire nettement plus, 3 fois plus, pour beaucoup moins de prévention et de communication autour du suicide. Donc c'est un peu en train de changer, d'évoluer, et merci, les formations PSSM aident beaucoup à cela. Donc moi c'est Alison Alvarez, je suis hypnothérapeute sur Cucuron, j'ai un cabinet d'accompagnement qui s'appelle le cabinet des remparts et je suis formatrice en santé mentale pour les premiers secours en santé mentale, ces fameux PSSM depuis 2019. C'est une formation qui est arrivée en France en 2018. Elle a plus de 20 ans à l'origine en Australie. Ça fait son petit tour du monde pour arriver en France, en tout cas chez nous, il y a quelques années maintenant. Donc les premières formations de secouristes ont été dispensées en 2018. Moi, je m'y suis formée en 2019. Et depuis, donc je dispense notamment en PACA et aussi en Occitanie. Ça peut être aussi en national, mais j'essaie de rester assez local, PACA Occitanie, des formations donc qui s'adressent à tout public pour devenir secouriste en santé mentale. D'accord. Et quand on parle de santé mentale, finalement, on parle de quoi? Qu'est-ce que ça évoque la santé mentale? Mais justement, c'est intéressant. Alors, si j'y réponds là, si on a des auditeurs qui veulent s'y former, ils auront déjà la réponse. Ça perd un peu de son intérêt en formation. Néanmoins, là, cette formation, elle va permettre de faire la différence entre un état qui va être passager, un état dépressif, un état anxieux, etc., ou plutôt un trouble. La santé mentale, c'est général, c'est le bien-être de la personne, c'est comment la personne va pouvoir effectuer des activités de la vie quotidienne, s'épanouir, gérer ses émotions. Ça, c'est de manière générale, on va parler de bonne santé mentale, voilà. Après, au-delà, cette formation va permettre justement, de manière un peu plus précise, de pouvoir détecter dans son entourage des premiers signes, des premiers symptômes de ce que pourrait être l'apparition d'un trouble qui viendrait perturber cette santé mentale dont tu parles, mais aussi pouvoir intervenir en état de crise. Voilà. Quels sont les différents troubles qu'on peut rencontrer? On a déjà parlé du trouble dépressif. Voilà. En fait, là, on va évoquer, durant ces 14 heures de formation, 2 journées de 7 heures, en continu ou en discontinu. On peut également avoir ce format sur 4 demi-journées. Durant ces journées-là, on va évoquer les troubles psychiques courants, donc la dépression, avec l'état de crise associé qui va être le suicide, où on a également une mise en situation. C'est une approche avec une pédagogie active. Ensuite, on aborde les troubles anxieux, avec aussi en état de crise les attaques de panique, les événements post-traumatiques. Ensuite, on aborde les troubles liés à l'utilisation de substances,
donc c'est-à-dire l'alcool ou les drogues. Les troubles de conduite alimentaire sont aussi abordés, mais cette fois dans le manuel et pas directement en session pour le module standard. Et puis on aborde également les troubles psychotiques qui sont très mal connus, en tout cas très mal représentés dans la société et vraiment très stigmatisés. D'accord. Donc troubles psychotiques, on entend par là par exemple la schizophrénie, qui va être la plus caractéristique. D'accord ? À chaque fois, pour chaque trouble évoqué en formation, on donne des informations sur qu'est-ce que c'est, quels sont les signes, quels sont les symptômes, comment on peut les reconnaître, comment du coup je peux secourir la personne qui est en face de moi, c'est-à-dire lui indiquer, faire le point sur ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est juste un état du coup ou est-ce que ça pourrait être un trouble? Depuis combien de temps ça dure? Ça va être l'intensité, l'impact, la durée de ce que la personne est en train de vivre. Pouvoir l'orienter vers des professionnels de santé adaptés. Donc le manuel pour ça est très concis avec des ressources. C'est un manuel qui est remis à chaque participant, qui reprend l'intégralité du contenu de ces 2 jours de formation et qui est même plus précis, puisque les troubles de conduite alimentaire, par exemple, les addictions au jeu et l'intoxication à la substance sont évoqués dans le manuel et en session de formation, on ne fait pas le point dessus. C'est beaucoup trop court en termes de temps. Donc on retrouve principalement ces troubles-là. C'est vrai que là, je te parle, moi, du PSSM, des premiers secours en santé mentale sur le module standard. Il existe un autre module que je dispense aussi, c'est les premiers secours en santé mentale, module jeune. Qui, du D'accord. coup, lui, s'adresse essentiellement aux professionnels qui travaillent avec des jeunes et également aux familles. D'accord, parce que l'approche n'est pas la même quand on va pour s'adresser, je suppose, à un enfant jeune. C'est tu entends quelle tranche d'âge? Alors là, c'est à partir de 12 ans pour les jeunes, D'accord. 12 jusqu'à 18-20 ans. Après, le programme standard, on l'évoque aussi. Si tu veux, le protocole, quand tu parles de protocole, on a un acronyme qui s'appelle ARE, Oui. qui va être un plan d'action qu'on va utiliser, nous, en tant que secouristes, justement, face à une personne qui sera en crise à un moment donné, ou alors pour qui on pourrait observer des changements de comportement, d'attitude, de gestion des émotions, voilà. Personne qu'on peut connaître. Cet ARE, on le retrouve que ce soit dans le module standard ou dans le module jeune. C'est la même chose, sauf que durant ces sessions, ce qui va vraiment différencier les deux, c'est que de manière plus adaptée, on va évoquer les troubles de conduite alimentaire qui sont très D'accord. présents chez les jeunes. On va l'évoquer en session et du coup, le déroulé sera différent. On aborde les mêmes troubles psychiques courants, mais en tout cas, on fait des points sur des troubles plus adaptés en fonction de l'âge. D'accord. Tu as commencé à nous parler du coup de la méthode AERE. Aéré, oui, Aérer, oui, voilà. Donc approcher, écouter, réconforter, encourager, renseigner. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette suite de lettres? Comment est-ce qu'on le met en place concrètement? Comment ça se concrétise? D'accord, ok. Donc c'est vrai que la mise en place de ce plan aéré en formation, elle est très répétitive. Mais à tel point que c'est très bien parce qu'on la répète peut-être même pas assez, entre le moment où on passe la formation et où on va l'appliquer en tout cas sur le terrain. Dans un premier temps, on va voir comment approcher la personne. Une fois qu'on a approché cette personne, on voit comment on évalue. Est-ce qu'il y a une crise ou est-ce qu'il n'y a pas de crise? Parce que du coup, l'approche ne sera pas la même. On forme des secouristes et on ne forme pas des professionnels justement de santé, ni des soignants. On n'est pas dans l'accompagnement, donc il est important de garder sa place de secouriste, quelle que soit sa posture ou sa profession. C'est une formation qui s'adresse vraiment à tout citoyen, sans prérequis à partir de 18 ans. Donc, elle s'adresse à tout le monde et c'est important de sortir de sa posture professionnelle si on est un soignant, un thérapeute ou un praticien pour secourir. Donc, pour répondre à ta question, c'est voilà, premièrement, on approche, comment on fait et comment on évalue. En fonction de chaque trouble, on va voir que l'évaluation va être différente. D'accord. Donc l'approche, Ensuite, c'est la oui, posture dans laquelle je me trouve, c'est ça? ça va être la posture, ça va être l'environnement, ça va être ce que j'aperçois de la personne et comment je peux l'approcher en fonction de ce que j'ai l'impression qu'elle traverse. Est-ce que c'est plutôt une D'accord. crise? Est-ce qu'elle a l'air plutôt sous l'emprise de substances? Est-ce que voilà. Donc ça va jouer après sur comment on va l'aborder évidemment. Ok. Ensuite, on a le E. Voilà, donc le premier E, qui est écouter activement et sans jugement, c'est une étape qui demande du coup beaucoup d'empathie, qui demande aussi beaucoup de disponibilité pour écouter l'autre, pour pouvoir accueillir ses propos et faire le point sur ce qu'il ressent vraiment. Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que tu as déjà, toi, vécu des situations similaires? Qu'est-ce que ça te fait? Et surtout écouter. Et être beaucoup dans l'écoute, dans la communication non violente à cette étape des PSSM, c'est-à-dire permettre les silences, pouvoir reformuler ce que dit la personne et se connecter à elle. Alors, on voit comment et en quoi avec les postures verbales et non verbales en session, bien sûr. Ensuite, on a le R, réconforter, informer. Là, on fait le point si la personne a déjà vécu des situations similaires, elle est probablement informée déjà sur ce qu'elle vit. Cette formation s'adresse aux personnes qui vont développer pour la première fois un trouble psychique ou alors qui ont déjà un trouble psychique
dont ils connaissent un peu les signes et symptômes, soit ça va s'aggraver, ou alors soit ça va être un état de crise. Donc à ce moment-là, on va informer si la personne n'a jamais vécu ça, on peut donner des informations, des chiffres clés, se baser sur des expériences de personnes qu'on connaît, qui ont déjà traversé une dépression, des idées suicidaires, un trouble anxieux, voilà. Et puis l'approche du coup va être adaptée en tout cas au réconfort et à l'information de manière générale sur le trouble psychique. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment, j'ai l'impression, de l'information aussi à ce moment-là. Enfin, c'est ça. On est dans un rôle aussi de prévention par rapport à ça. On compare beaucoup les PSSM au premier secours physique, en tout cas le SST ou le PSC1. Et la seule différence, c'est que le PSC1, on agit dans la crise. Une personne qui va tomber, une personne qui va s'évanouir, une personne qui se fait mal, voilà, qui se blesse. Et là, on est dans la crise. Premier secours en santé mentale, on va être et dans la crise, et aussi, on va un peu dans la prévention à partir du moment où on peut communiquer sur ce que sont les troubles psychiques, à partir du moment où on va déstigmatiser les idées reçues autour de la santé mentale aussi, et aussi pouvoir apporter justement ce secours pour que la personne puisse se faire accompagner le plus rapidement possible, parce qu'un rétablissement efficace et rapide demande aussi une première approche qui va être assez précoce de la part, enfin en tout cas orientée vers les professionnels, et au plus justement il y aura une prise en charge qui va être tardive, au plus le rétablissement va être long et difficile. Donc c'est sûr qu'il y a une étape du coup de je véhicule des informations, je donne des informations fiables. Pour ça, les PSSM en véhiculent pas mal. Toutes les données sont scientifiquement prouvées. On fait partie d'un consensus d'experts et de cliniciens par rapport à ça, oui. D'accord. Oui, donc c'est vraiment lui le rôle de réussir à détecter des signes, récupérer les informations et ensuite, on va dire donner le bébé à une personne qui sera en capacité de le gérer, quoi. C'est ça. On va pas se substituer à un professionnel de santé, vraiment pas. C'est pas le but. Une personne qui va se tordre la cheville ou qui va s'évanouir, qui va tomber par terre, même s'il y avait un médecin là dans l'assemblée, il adopterait les premiers gestes de secours. C'est la même chose pour les PSSM. De même qu'on peut former tout citoyen, puisque une fois qu'on est formé aux secouristes physiques, on peut mettre une personne, par exemple, en PLS, en position latérale de sécurité, et on n'a pas besoin de connaître l'anatomie de sa cheville, de son genou, savoir comment ça se passe voilà, au niveau de la circulation, du cœur, du sang, peu importe. Oui, c'est la même pareil, chose en santé c'est-à-dire que là, mentale. on a des informations, un minimum d'informations pour pouvoir détecter et surtout être informé et informer l'autre et l'orienter. Et ça s'arrête là. Le rôle de secouriste s'arrête là. Voilà. Comme tu dis, on passe le bébé aux professionnels. Si c'est une crise, ça va être du coup le personnel d'urgence, les pompiers, le SAMU qui va intervenir. Voilà. Et nous, on a fini notre job de secouriste à ce moment-là. Donc là, on était à réconforter et informer. Ensuite, on a encouragé à aller vers des professionnels. Toujours dans cette phase d'information, voilà, c'est... Tu sais, j'ai entendu parler, je connais, il y a des personnes adaptées qui peuvent t'accompagner, il y a des psychologues, aussi il y a des psychiatres. Est-ce que tu connais la différence entre les deux? Mais il va y avoir aussi d'autres praticiens. Est-ce que tu en as parlé d'abord à ton médecin généraliste? Tu en fais le point avec la personne. Parfois, on peut être amené à lui dire: «OK, si tu veux, je suis avec toi et tu peux appeler, je reste là ou je vais t'aider dans cette recherche». On essaie au maximum de laisser la personne faire par elle-même, pour qu'elle soit vraiment acteur de son parcours, de son rétablissement. En tout cas, on peut avoir ce rôle du coup de soutien et de pouvoir accompagner comme ça. D'accord. Okay. Et ensuite, donc, on a renseigner sur les autres ressources disponibles. Donc, dernière action, et celle-ci, justement, de manière plus large, on va faire le point sur qu'est-ce que tu connais comme réseau, comme groupe de pairs, par exemple des pairs aidants, des personnes qui ont été eux-mêmes touchées par la maladie et qui peuvent porter des informations, de l'aide, des groupes de parole, des réseaux d'étudiants. Ça peut être aussi faire des activités physiques, et ça va être toutes les informations que la personne peut se procurer par elle-même sur le trouble qu'elle a. Ça peut être faire de la cohérence cardiaque, ça peut être du yoga, voilà, toutes les techniques qui vont permettre en tout cas de pouvoir trouver un équilibre. Activité physique, peut-être aussi équilibre alimentaire, c'est toutes les ressources qui vont permettre à la personne d'aller vers un mieux-être. Voilà. Oui, c'est très clair. Cette étape-là, elle est claire, mais en tout cas, il faut vraiment ne pas faire l'impasse sur le fait que ces autres ressources disponibles doivent toujours être discutées avec un professionnel de santé pour éviter que la personne s'enferme et pense pouvoir s'en sortir seule. D'accord ? Le but, c'est pas de se dire « Ok, je fais des crises d'angoisse, je vais... si c'est un trouble qui s'est installé, s'il y a une attaque de panique, la personne... elle pourrait, avec ses autres ressources, se dire « Bon, tiens, je vais faire ça, ou je vais lire ces livres, et on m'a dit que des fois, on peut pas s'en sortir seul. » D'accord ?
Ouais, donc se faire accompagner effectivement Voilà, pour être plus fort. pour récupérer. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, prendre par exemple un cas concret d'une situation qu'on peut rencontrer et de comment est-ce qu'on pourrait appliquer justement cette méthode Alors, je peux t'en donner un. Après, c'est vrai que chaque situation va être très singulière. Oui, C'est-à-dire évidemment, que ça dépend de la personne, de voilà, ses caractéristiques, de ses troubles. c'est ça, et du lieu, de l'endroit. Est-ce que c'est sur milieu professionnel? Est-ce que sur ce milieu personnel? Pour avoir déroulé ce plan d'action PSSM de A à Z, en maîtrisant suffisamment bien les actions, avec une personne que je ne connaissais pas plus que ça, puisque justement c'était une personne qui venait se former. Notamment celle-ci, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça prend à peu près 1 heure et demie entre la première action et la dernière action, donc ça demande du temps, de la disponibilité, de la patience, de pouvoir être suffisamment au calme pour créer justement cet espace. Donc c'est vrai que c'est difficile de donner un exemple vraiment très particulier où ça serait très long de décliner les étapes. L'exemple que je pourrais peut-être te donner concrètement, en tout cas qui est très parlant pour moi, c'est quand nous évoquons le suicide, qui est un sujet très tabou. Oui. Très tabou en France, très tabou parce que ça fait peur, aussi parce que certains ont été touchés personnellement ou dans leur entourage par le suicide, donc c'est pas facile d'en parler. Et pourtant c'est une réalité, hein, le suicide existe, il est bien là. 10 000 suicides par an, 2016, sachant qu'il y a des suicides déguisés, accidents de la route. Derrière, il peut y avoir, donc ces chiffres sont sous-estimés d'autant plus. C'est pour avoir formé sur un groupe de conseillers en insertion professionnelle où justement la formation s'est déroulée en discontinu. Donc c'est-à-dire, il y avait à peu près 2 semaines d'écart entre la première journée et la deuxième, et le suicide est abordé lors du premier jour, avec une mise en situation. D'accord. Pour le suicide, on est amené, en tant que secouriste, et même après en général, à poser la question directement à la personne. Si on soupçonne un risque de suicide, est-ce que tu as des idées, des intentions suicidaires? Comptes-tu mettre fin à tes jours? Et c'est une question qui ne devrait pas être évitée, en tout cas si on a la possibilité et si on se sent suffisamment à l'aise pour la poser et pour accueillir un oui de la personne. Donc j'ai formé un groupe de conseillers en insertion pro et puis des personnes très averties puisque justement elles côtoient des publics sensibles, fragiles émotionnellement, psychologiquement, donc très professionnels, et pour autant qui cette question elles la connaissaient pas, elles la maîtrisaient pas, et des fois certaines personnes nous disent mais moi j'ai peur de poser cette question au cas où ça lui donnerait l'idée. Mm. Donc une personne qui est vraiment en dépression, qui a un trouble dépressif et qui n'a plus de sens à sa vie, elle y a probablement déjà pensé, sans que quelqu'un lui en donne l'idée. Par contre, le fait de le poser, elle peut se sentir écoutée et déculpabilisée justement de cette idée. Donc, on invite la personne et on apprend au secouriste à poser cette question avec une mise en situation. Et puis, voilà, mise en situation, jeu de rôle, et 2 semaines plus tard, je rencontre ce même groupe et elles m'ont dit, waouh, elles ont été 2 à me dire, en fait, on a désamorcé une crise suicidaire sur les 2 semaines qui se sont passées. Et donc là, c'était vraiment chouette, c'était un beau retour parce qu'on se rend compte de l'ampleur et surtout de l'efficacité de cette formation qui est accessible vraiment à tout le monde, quoi. Juste le fait d'avoir pu poser cette question qu'on n'ose peut-être pas forcément aborder, hein, est-ce que tu as des envies suicidaires? Le fait d'avoir ouvert cet espace, ça a permis aux personnes de déposer ce qu'elles avaient à déposer, du coup de pas passer à l'action. Alors, C'est ce est-ce qui que s'est ça passé? permet de pas passer à l'action? On n'évite pas non plus le suicide en posant la question. Ouais. C'est-à-dire que dans ces cas-là, hein, si on est vraiment sur le cas d'un suicide et d'une crise suicidaire, le secouriste ne doit pas laisser la personne seule. On doit appeler les secours à ce moment-là, hein. On n'a pas le choix, D'accord. sinon Oui. on est dans une situation où c'est non-assistance à personne en danger. Donc c'est sûr qu'il faut pouvoir accueillir le oui, mais ça permet vraiment à la personne de se sentir écoutée, de relâcher la pression émotionnelle et d'être du coup dans l'acceptation d'un accompagnement. Si on passe à côté de cette question, la personne peut rester avec ça et passer à l'acte plus tard, dans les heures, les jours qui suivent, parce qu'il n'y aura pas eu d'accompagnement par des professionnels de santé. Donc là, c'est pour éviter le passage à l'acte. Oui, donc en cas de oui, effectivement, la première action à faire de suite, c'est d'appeler donc le SAMU, le 15. Alors voilà, on peut appeler SAMU. Il y a depuis les assises des santé mentale depuis 2021, octobre 2021, de mémoire, il y a un numéro national qui est le 3114, qui est prévention suicide, où les personnes qui ont des pensées, des intentions suicidaires peuvent communiquer avec des professionnels vraiment en ligne, et des personnes accompagnantes de la famille, des conjoints, des amis ou des secouristes. Par exemple, une personne qui serait face à une personne qui a des idées, des intentions suicidaires peut aussi les contacter. Et ils proposent aussi de l'aide à distance. Ils ont un site internet qui est aussi très bien et très complet.
Ok, ouais, c'est un bon numéro, je pense à avoir. Voilà, c'est bon à savoir. Je le mettrai dans la description pour les personnes. Tout à l'heure, tu as commencé à parler des premiers signes que lors de la formation, vous apprenez à détecter les premiers signes de troubles, de crise, etc. On va pas tous les aborder, mais un des troubles, je pense, qui peut être intéressant d'apprendre un peu à connaître les signes. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les premiers signes d'une dépression? Comment est-ce qu'on peut commencer à détecter une dépression chez un proche ou même quelqu'un qui est un peu moins proche, un collègue de travail, et ensuite, une fois qu'on a détecté ces troubles, comment aller voir la personne, que faire? Okay. Donc c'est vrai que la dépression, un trouble psychique courant qu'on peut retrouver notamment aussi dans l'environnement de travail comme dans la famille. L'approche dans la famille peut toujours être un peu différente parce qu'il y a beaucoup l'émotionnel qui joue, etc. Mais par exemple, ne serait-ce qu'aussi dans le milieu du travail, et dans tous les cas, les signes et symptômes vont être les mêmes. Ça fait partie d'activités justement et de jeux lors de la formation. On va mettre l'accent sur les deux premiers signes et symptômes de la dépression qui vont être une humeur triste et persistante et une perte d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne, des choses qui nous plaisent habituellement. Il faut qu'il y ait les deux ou au moins l'un des deux, plus après quatre autres symptômes qu'on cite aussi en session pour se dire ok, là je pense que cette personne, je pense que mon ami, je pense que mon collègue est en train de traverser. Après, on n'est pas là pour poser un diagnostic, nous en tant que secouristes, mais ça nous donne l'alerte. Ce sont justement ces indications-là qui nous permettent de l'approcher. Eh ben, on l'approche simplement avec des faits. Et dans le jugement, on parle surtout en son nom pour pas culpabiliser l'autre, c'est-à-dire qu'on va employer le je. Je m'inquiète, je suis inquiète pour toi, je me demande, j'ai l'impression, voilà, plutôt que de dire t'es triste, tu arrives, t'as un changement d'humeur, en plus de ça, waouh, j'ai l'impression que t'es pas du tout motivé dans ton boulot, quoi. Non, pas du tout, c'est vraiment les genres de phrases à proscrire. Là, on va plutôt être sur quelque chose qui me regarde. Et comment tu te sens, toi, dans tes tâches aujourd'hui et dans l'interrogation? Et dans ce que moi, j'ai eu l'impression de constater sur des faits aussi réels et concrets. Ça va être la première approche pour créer du lien et du discours avec lui, voilà. Et après, évoquer, est-ce que ça t'est déjà arrivé par le passé? On donne des informations sur ce qu'est la dépression, on va le questionner par la suite sur en as-tu parlé à ton médecin traitant? Est-ce que tu penses le faire prochainement? Voilà, et on va dérouler vraiment en intégralité toutes les actions du plan d'action aéré. Alors, le gros avantage du plan d'action aéré, justement, c'est que ces actions, à part la première, elles peuvent être déroulées dans différents ordres. Et puis, si on n'a plus l'espace, si la personne ne veut plus parler, on peut faire pause et y revenir plus tard. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut avoir aussi un rôle de veille en tant que secouriste. Bon, ok, il était pas prêt, on discutait. J'ai bien remarqué qu'il allait pas bien. Dans les jours, les semaines qui suivent, je prendrai de nouveau de ses nouvelles. Et peut-être qu'à ce moment-là, lui, il aura eu le temps de décanter un peu et de s'ouvrir davantage à moi. Et peut-être qu'on pourra dérouler l'intégralité des actions. Oui, et tout à l'heure, tu as parlé du fait que quand on est en famille ou avec des proches, c'est peut-être une approche un peu plus compliquée parce que l'émotionnel rentre en jeu. Comment gérer justement cette partie émotionnelle? Parce que je pense que c'est plus compliqué de dérouler tout ce processus quand c'est quelqu'un qu'on aime, quoi, à qui on tient. Ouais, bien sûr. Et très intéressante ta question. C'est vrai que c'est difficile de se rendre compte et de se dire alors, comment je peux faire? Le principal, c'est que la personne soit soutenue par nous, que nous, on soit une personne soutenante, une personne ressource. Mais c'est surtout de passer le relais. C'est de se dire, qui pourrait l'aider? Si moi, je me sens pas en mesure de le faire parce que ça résonne trop en moi et qu'émotionnellement, ça me touche beaucoup, qui, dans mon entourage, qui de notre entourage peut l'aider? Et de rester, dans tous les cas, une personne ressource. L'environnement soutenant est très important. Quels que soient les troubles psychiques. Et ça aide beaucoup au rétablissement. Donc, c'est de rester proche et ressource pour cette personne et de trouver de l'aide ailleurs. Et d'être OK avec ça. Vraiment, de ne pas se culpabiliser et d'être OK avec le fait, OK, c'est déjà bien, moi j'ai remarqué, il a besoin d'aide, je sens que je ne suis pas la personne pour, qui peut le faire? Ouais, j'ai pas soulevé ce point-là que je trouvais très intéressant. C'est dans le mode de communication, d'apprendre à cultiver une communication non violente. Donc, comme tu disais, parler en jeu, ne pas dire tu. Donc, c'est vrai que c'est des bons réflexes, je pense, quand même aussi à adopter, que vous devez aussi aborder lors de la formation. C'est ça. Alors, on l'aborde dans la formation, notamment lors des mises en situation, puisque pour chaque trouble, on a des jeux de rôle ou mises en situation, mais également, chaque stagiaire va s'exercer à écrire le plan d'action aéré, mais aussi à déterminer les actions. Et on les invite plus précisément à pouvoir émettre des phrases type. Faites comme si cette personne-là, ce cas-là, ce cas clinique, ce cas-là d'étude était en face de vous.
Faites comme si vous étiez déjà là, secouriste en premier secours en santé mentale. Comment vous vous adresseriez directement à lui? Et c'est très intéressant ce directement à lui parce que c'est là, parce que bon, quand on le dit comme ça, ouais, ça paraît évident, je parle en jeu, je culpabilise pas, je vais être dans l'empathie, ça me paraît logique. Et on se rend compte que quand on parle, en fait, on peut même mettre plein d'injonctions en discutant avec les personnes. Et ce jeu-là, il est très important. Le jeu JEX et le jeu JE d'ailleurs, parce qu'il va permettre de créer du lien, d'ouvrir le discours, et la personne va pouvoir se connecter à ses propres émotions. Donc, ce qu'on fait nous en session de formation, c'est laisser les stagiaires s'exprimer, comme s'ils s'adressaient directement aux secouristes, et de manière bienveillante, voir ensemble comment on peut reformuler, parce que c'est beaucoup ça, comment on peut reformuler la phrase, la question, en étant le plus dans l'empathie et la bienveillance possible, effectivement. Oui, bah ça me fait penser, j'ai fait un épisode aussi sur la méthode RE, donc c'est pour justement avoir une communication bienveillante avec l'autre, etc. Et on se rend compte effectivement en pratiquant, vraiment en étant dans le vif du sujet, que on a des automatismes qui se mettent en place, de parler directement en tu, ou d'être dans une attitude passive-agressive, mais sans même le vouloir. Le vif du sujet, je trouve, c'est vraiment dans la pratique et c'est super intéressant. Tu as parlé aussi de phrases types. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes de phrases clés qu'on pourrait utiliser dans des cas concrets? Donc, quand on aborde une personne et qu'on souhaite décliner le plan d'action aéré, effectivement, on parle en son nom. Et puis, ça va être, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, ça peut être est-ce que tu t'es déjà senti ainsi? Depuis quand tu te sens ainsi? Et sur une échelle de 1 à 10, ton mal-être, là, ton ressenti, il est de combien? Ça va être des phrases types qu'on peut réutiliser en fait à chaque fois. Après, dans tous les cas, on n'est pas des robots, on s'adapte à la personne, à la situation. Selon la proximité qu'on va avoir avec la personne aussi, les phrases vont être différentes. Phrases types par rapport au suicide, c'est pareil. Est-ce que tu as des pensées, des intentions suicidaires? Penses-tu mettre fin à tes jours? D'ailleurs, ne pas faire, c'est intéressant ce que je viens de dire. On l'a souvent ça en session. As-tu déjà pensé? La personne peut dire oui, mais on ne sait pas si elle a toujours des pensées actuellement. Donc, c'est bien d'être aussi dans le présent. Et ne pas hésiter à se reprendre face au secouriste. Si, je lui ai demandé comment il se sent, depuis quand, et puis là, j'ai fait une boulette et je lui ai dit, ouais, c'est vrai que là, depuis 2-3 semaines, waouh, j'ai l'impression que tu arrives ici et tu as une tête de déterré, quoi. Bon, alors l'humour peut passer selon la proximité qu'on a avec la personne. Et puis là, on peut aussi se reprendre et se dire, excuse-moi, c'est pas comme ça que je voulais le dire. J'ai peut-être été maladroit dans la manière de te le dire, mais en fait, je suis inquiète pour toi. Parce que j'ai remarqué j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques changements d'attitude et ça me questionne, ça m'inquiète. Est-ce que tu es disponible pour en parler? Et puis être OK avec ça, la parole parfaite et impeccable n'existe pas, donc on se met pas la pression non plus. Si on a l'impression d'être allé un peu trop loin, d'avoir été dans le jugement ou manquer d'empathie, on peut clairement le dire à la personne à qui on s'adresse. Oui, ça permet de briser la glace et de montrer d'autant plus d'authenticité. Donc, on a parlé de la méthode aérée. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes à mettre en place ou qu'on peut utiliser? Dans les premiers secours en santé mentale, c'est la seule. D'accord. C'est la seule, l'unique, et justement, on met bien l'accent dessus durant ces 4 demi-journées où on les voit, on les revoit, on les apprend par cœur, on les manipule à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. C'est vraiment celle qui est utilisée aussi en Australie depuis 2000. C'est une réadaptation qu'on a fait du programme australien et qui fonctionne du coup très bien puisque ça a fait le tour du monde. Aujourd'hui, j'ai noté 49 000 secouristes formés. Donc c'est assez énorme, en tout cas au 1er mars 2023. Et ça se passe bien, ça marche et ça fonctionne. Donc bon. Voilà. Ok, tant mieux. Tout à l'heure, donc tu as parlé j'ai l'impression qu'il y a 2 cas différents. Il y a un peu la prévention, c'est-à-dire qu'on voit les premiers signes, et il y a quand la personne est en crise. Donc là, c'est vraiment là où on a vraiment besoin de nous, quoi. Comment gérer quelqu'un qui est en crise, et qu'est-ce que vraiment l'état de crise finalement? Par quoi ça se manifeste? L'état de crise, ça va être un état qui va être vécu comme intense, aigu, de détresse par la personne. Donc c'est vraiment un état où là, même nous en tant que secouristes, on n'est pas en mesure de pouvoir l'orienter vers un professionnel en particulier, à part se faire accompagner par des équipes médicales spécialisées. Donc là, ta question par rapport à ça, c'était de faire la différence entre les deux. Oui, c'est sûr que des fois, la crise, elle peut paraître effectivement évidente. Une personne, je sais pas, qui va être au bord d'un pont, au bord d'une route, on peut se dire, tiens, peut-être effectivement, là, elle est en état de crise. Il peut y avoir d'autres types de crises aussi, comme des crises psychotiques. On aborde la schizophrénie en
PSSM durant ces formations-là. Et puis, la schizophrénie, une personne peut vivre avec, à un moment donné, des hallucinations. D'ailleurs, on a une mise en situation avec des hallucinations. Les hallucinations peuvent toucher tous les sens. Et puis, la personne, à un moment donné, elle peut être en crise et là, ne plus pouvoir gérer les hallucinations, les croyances, les persécutions, les idées délirantes qu'elle est en train de vivre, en fait. Et ça, c'est une crise. Et là, c'est pareil, le rôle du secouriste, ça va être de passer le relais directement. C'est pour ça que cette première étape, justement, d'approcher la personne et d'évaluer est très importante parce qu'elle permet de savoir jusqu'où moi je peux aller dans mon rôle de secouriste. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment je peux le secourir? Et est-ce que du coup, je peux le secourir ou je passe tout de suite la main? Et par rapport à ça, l'état de crise, voilà, va être soit évident, ou ça, c'est vrai qu'il peut apparaître au cours d'une discussion avec la personne. Parce qu'on peut être en train de discuter avec une personne et l'état de crise, là, il arrive. Bon, écoute, si il arrive pendant que je suis en train de discuter avec elle, c'est pareil. Moi, mon rôle de secouriste a des limites et il s'arrêtait là maintenant. Oui, après, c'est quand même, je suppose, rester là jusqu'à l'arrivée de personnes compétentes ou qualifiées, on va dire. C'est exactement ça. Donc, la personne, on va jamais la laisser seule. Oui. On va attendre, comme tu le dis, qu'il y ait des personnes compétentes qui arrivent pour qu'il y ait une prise en charge. Voilà, on laisse pas la personne seule. Oui, voilà, pour reprendre l'exemple d'une personne qui serait au bord d'un pont ou au bord de son balcon, c'est, je suppose, donc essayer de rentrer en communication jusqu'à l'arrivée des secours, quoi. Ouais, j'appelle, voilà, si une personne est au bord d'un pont, c'est sûr que j'appelle les secours directement. Immédiatement, oui. Immédiatement. Après, c'est sûr que si je discute avec une personne et au fur et à mesure de sa discussion, elle évoque des signes du suicide, qu'elle en parle et que je lui pose la question et qu'elle me dit oui, en effet, j'ai dépensé des intentions suicidaires, j'appelle les secours et je la préviens. Ok. Oui, c'est des bons gestes à adopter et c'est vrai que c'est encore un peu tabou. On peut peut-être aussi en parler du fait que les psychiatres, aller voir un psychiatre, un psychologue, c'est encore un peu tabou. Pourquoi selon toi et pourquoi ça n'a pas lieu d'être tabou aussi? Alors ça, c'est vrai que d'un point de vue personnel, je parle pas au nom des PSSM, mais on le retrouve dans toutes les situations, c'est que les personnes me disent souvent, d'ailleurs même que ce soit au cabinet, dans les thérapies, me disent souvent, mais c'est pas comme si justement j'avais une plaque ou comme si j'avais un diabète ou quelque chose comme ça, c'est que là c'est dans ma tête. Et à partir du moment où c'est dans ma tête, je devrais pouvoir le gérer. C'est que en plus de pas pouvoir le gérer, je me sens super coupable et je me sens faible parce que j'arrive pas à le faire. Donc c'est très culpabilisant pour les personnes de parler de santé mentale. C'est en train de changer et heureusement, c'est vrai que les PSSM aident à démystifier les idées reçues autour de la santé mentale, à connaître l'impact aussi, l'ampleur de la santé mentale et à pouvoir agir dès les premiers signes, symptômes jusqu'à l'état de crise. Et dans les médias, on libère de plus en plus la parole. Là, c'est vrai que il y a eu des grands mouvements où les psychologues, pour ou contre, ont été remboursés, mais c'est vrai que la population, et surtout depuis le Covid, a vraiment pris conscience de l'importance de la santé mentale. Dans les entreprises, c'est très important aussi. C'est vrai que cette formation-là, elle peut être dispensée autant dans le secteur social, dans des associations, pour tout citoyen qui souhaite intervenir dans son entourage, mais aussi dans des entreprises, quel que soit le secteur, que ce soit le milieu bancaire, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit parce qu'en fait, les salariés aussi vont être justement touchés et on n'ose pas en parler, on n'ose pas dire à son patron je fais une dépression, ou alors tout simplement je vis avec un trouble anxieux. Ça fait des années qu'on m'a diagnostiqué un trouble anxieux, je vis avec un trouble anxieux, je vis avec un trouble dépressif, et pour autant, on pourrait plus facilement dire je fais de l'eczéma, j'ai un diabète, effectivement, ça pose pas de problème. Et puis on a l'impression, comme c'est le corps qui réagit, j'y suis pour rien. Mais parce que c'est dans la tête, comme les personnes le disent, alors là, c'est de ma faute. Ouais. Et c'est là où c'est tout aussi important, en fait, finalement, de s'en occuper et d'être formé pour l'accompagner, quoi. Effectivement, les premiers secours au niveau physique, ça existe très bien et beaucoup de gens y sont formés. Je pense qu'en santé mentale, c'est tout aussi important. Étant donné les chiffres que tu nous as donnés au début, qui sont assez impressionnants. Ouais. C'est très important. C'est aussi probablement l'objectif des PSSM, de former vraiment le plus grand nombre. Ça, c'est clair. Ouais. On a parlé du coup des personnes qui faisaient face justement à ces troubles, mais pour un accompagnant, comment est-ce qu'il peut faire pour ne pas non plus se mettre un peu dans un rôle de sauveur, quelqu'un qui aurait une grande empathie, de prendre tout le mal-être d'une personne? Quel geste elle peut adopter pour aussi se protéger? Ou je pense par exemple aux personnes qui sont face à des populations assez vulnérables et qui du coup tous les jours se prennent quand même beaucoup de misère ou de tristesse
dans la tête, quoi. Comment est-ce qu'elles peuvent faire, elles, pour gérer tout ça et pas confondre le trouble des personnes qu'elles rencontrent et le prendre en elles? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors c'est vrai que pour ma part, je fais beaucoup de recadrage par rapport à ça en session de secouriste. Souvent la première demi-journée jusqu'à la fin de première journée et généralement le deuxième jour, c'est OK pour tout le monde. On est vraiment dans une posture de secouriste. C'est que les personnes vont parfois confondre le sauveur et le sauveteur, quoi. La bouée, je la jette. La personne, elle s'y accroche et elle reste actrice de son parcours. Je vais pas sauter avec elle dans l'eau, la prendre sur mon dos et revenir sur la plage avec, en fait. Parce que je peux me noyer moi aussi. Donc, nous, on invite les secouristes à prendre du temps pour eux, à ne jamais garder les choses pour eux si elles sont face à des propos difficiles, face à une personne qui traverse des idées suicidaires, de pas le garder pour elle, ça doit pas rester un secret, de pouvoir avoir un espace pour le décharger, de prendre soin d'elle, de prendre du temps pour elle. Et pour les accompagnants, les soignants, dont tu parles aussi, ça va être du coup de se faire accompagner par des thérapeutes, des psychologues aussi, des supervisions, bien sûr, sur la pratique aussi professionnelle. Après, dans tous les cas, cette limite et cette barrière, on la prend et on pose vraiment le cadre en session de formation. Ça, c'est plus du rôle du secouriste. Oui, mais moi, je veux aider, je voudrais aller plus loin. Oui, ok, mais nous, ici, on est là pour être secouriste et je fais beaucoup du coup de parallèle avec les premiers secours physiques en disant, voilà, votre mission de secouriste physique, elle s'arrête une fois que la personne, elle s'est fait prendre en charge. Et là, c'est pareil. Après, ok, on peut avoir un rôle de veille en tant que secouriste parce qu'on s'assure, par rapport face à un événement post-traumatique, que la personne récupère d'elle-même. Donc, dans les semaines qui vont suivre, je vais voir si, en discutant avec elle, effectivement, elle travaille toujours, elle va toujours faire ses courses, elle sort de sa maison, elle a toujours une activité physique, ou si ça s'aggrave, là, on a un rôle de veille. Mais c'est vrai que ça va s'arrêter là. Oui, on peut après prendre des nouvelles, mais c'est plus nous qui gérons vraiment les choses seules, quoi. On les gère. C'est sûr qu'on les gère pas du tout. Voilà, on va être à un moment donné un guide qui va orienter, qui va être à l'écoute et qui va orienter la personne vers le professionnel de santé mentale adapté. Ouais. Donc du coup, pour faire ces formations, est-ce qu'il y a un site où est-ce qu'on peut se former? Comment est-ce qu'on se forme à ça? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est offert par l'État? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors du coup, cette formation, c'est une formation qui a un coût national de 250 €. D'accord. C'est un prix qui est pas fixe et figé, on peut en trouver plus ou moins. Bon, généralement, c'est 250 ou 280 selon si le coût du manuel est inclus ou pas. Ça, c'est pour un tarif individuel. En entreprise, on va retrouver à peu près exactement les mêmes coûts, sauf qu'en entreprise, il peut y avoir ça peut passer sur le plan de formation, ça passe par les OPCA, les OPCO, pour lequel chaque salarié cotise sur le salaire. Il n'y a pas encore aujourd'hui de prise en charge CPF, par exemple. Ça n'existe pas, la formation a pas assez de recul en France pour pouvoir être faite de cette manière. Par contre, il existe un fonds solidaire qui est ouvert sur le site de pssmfrance.fr qui permet aux personnes qui ont moins de ressources, moins de revenus, qui rentrent dans les critères proposés, du coup, à moindre coût, je crois que c'est juste 15 €, de pouvoir suivre une formation, prise en charge, du coup, avec ce fonds solidaire. Il y a un délai d'au moins 2 mois entre la demande et le fait de pouvoir en bénéficier. Les frais de formation sont à avancer, mais ensuite PSSM les rembourse. D'accord. Une fois que l'accord a été donné, bien sûr. Également, moi, j'ai pu travailler avec l'ARS PACA, là, pour Solidarité Réhab, qui est une association marseillaise, où l'ARS a pris en charge durant ces 2 dernières années à peu près 10 à 12 sessions qui étaient financées par l'ARS, donc des sessions qui étaient bien sûr complètes. On peut accueillir entre 8 et 16 stagiaires sur chaque session, on ne dépasse pas les 16 stagiaires. Du coup, l'ARS a proposé jusqu'à présent 10 à 12 sessions en PACA par an de financement. Sinon, après, c'est un financement du coup en propre où la personne... Ok. 250 €, ça reste quand même très raisonnable quand on voit aussi les bénéfices et l'impact des PSSM sur son environnement et sur soi aussi. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. Mais donc, il y a quand même des possibilités qui existent pour les personnes qui n'auraient pas les moyens d'y bénéficier d'une certaine manière. Okay. Exactement, c'est ça. Et tu me posais la question, du coup, je regarde aussi moi par rapport à Marseille, sur le site de pssmfrance.fr, tu peux retrouver les dates des sessions de formation PSSM partout en France. Et puisque toi, tu es sur Marseille, du coup, c'est vrai que moi, j'en profite pour te passer l'info que les 9 et 10 mai, j'organise sur Marseille, à la Canebière, une formation PSSM qui se remplit au fur et à mesure. Voilà, pour l'instant, on est à 7 ou 8 inscrits et il reste encore autant de places. C'est pris en charge du coup par l'association dont tu nous parlais ?
Pas du tout. D'accord. C'est une formation qu'on se finance soi, ou alors on passe par son employeur, ou alors on peut solliciter les fonds solidaires de PSSM si on rentre dans les délais. D'accord. Ok. Bon, pour les Marseillais qui écoutent ce podcast, normalement le podcast sortira avant, donc voilà, vous aurez peut-être encore le temps de vous inscrire. Écoute, c'est très clair pour moi. Est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter qui a son importance et qu'on n'aurait pas abordé? Alors, tes questions ont été très précises et je t'en remercie aussi. Je pense vraiment qu'on a fait le tour des PSSM. On l'a compris, on ne forme pas de psychothérapeutes, on ne forme pas de professionnels en santé mentale, on forme des citoyens qui vont être à même de pouvoir orienter, qui vont pouvoir aussi comprendre ce qu'est la santé mentale. Ça va permettre de baisser les tabous aussi, de mieux accueillir une personne qui va être en souffrance et de pouvoir se rendre compte qu'effectivement la souffrance n'est pas que physique et mentale, et quand elle est physique, peut-être qu'elle vient aussi de la partie mentale. Oui, puis c'est vraiment accompagner les gens au mieux, quoi. Est-ce que on pourrait faire des jeux de rôle avec nos proches, par exemple quelqu'un qui a été formé pourrait ensuite continuer de s'entraîner en continuant les jeux de rôle que vous faites en Alors, formation? un secouriste peut communiquer sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait en formation. Néanmoins, par exemple, on va demander aux secouristes de garder le manuel qu'on leur communique comme sa propriété privée, parce qu'en fait, les informations véhiculées pourraient être appropriées ou mal comprises ou mal utilisées. Voilà. Néanmoins, effectivement, les secouristes sont encouragés à pouvoir échanger, sans parler de jeux de rôle ou de mise en situation s'ils sont pas formateurs, mais de pouvoir dire à leur entourage, oui, effectivement, si quelqu'un a des idées suicidaires, on nous a appris comment le dire, comment le faire. D'accord. Après, Ouais. j'invite vraiment les secouristes qui se sont formés À sensibiliser. à sensibiliser, parce que vraiment les retours sont très bons. De toutes les personnes que j'ai formées, plus de 200 maintenant, vraiment tous les retours sont vraiment chouettes, et même des personnes qui viennent se former, qui sont psychologues, et qui nous disent, bah ouais, en fait, dans tous les cas, c'est une autre approche. Vu qu'on est sur une approche de secouriste, là, sur un format de 2 jours, on n'est pas dans un accompagnement où on va recevoir la personne non plus au cabinet. Ouais. On forme des médecins urgentistes aussi qui viennent se former, des infirmiers. Donc, c'est vraiment très large, et puis vraiment tout citoyen. Donc, ta question pour y répondre, c'était est-ce qu'on peut faire des jeux de rôle? Voilà, on peut communiquer, on peut faire la diffusion d'informations, et puis au mieux encourager à se former, quoi. Ok, super. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi que j'utilise tout le temps pour clôturer le podcast. C'est est-ce que tu aurais déjà un livre? Bon, il y a le livre, mais que c'est que pendant la formation, si on fait la formation qu'on l'aura, le manuel dont tu m'as parlé. Est-ce qu'il y a d'autres livres ou documentaires ou podcasts que tu pourrais nous conseiller autour de la santé mentale? Ouais. Sur la bipolarité, Ouais. d'ailleurs, on va parler de bipolarité quand on abordera la dépression, on fait un petit zoom sur la bipolarité. Il y a une BD qui est super, qui s'appelle Goupil ou Face, de Lou Luby, et elle évoque la cyclothymie, les changements d'humeur, et ce qu'est vraiment la bipolarité. C'est un terme qui est très galvaudé, la bipolarité. On a forcément un ex qui est bipolaire. Avant, c'est comme le les pervers narcissique. Voilà, c'est ça. Voilà, on a des ex-pervers narcissiques et on a tous des ex-bipolaires. Donc, on voit vraiment ce qu'est la bipolarité. Et après, il y a toujours sur cette bipolarité, parce que ça questionne beaucoup, et c'est un terme qui est très mal employé, en tout cas utilisé. On a des films comme La forêt de mon père, comme En attendant Bojungle. Ce sont des histoires très touchantes, des histoires de famille. Voilà, ensuite, il y en a plein d'autres que je serais ravie de partager avec vous aussi en formation. Mais c'est vraiment, déjà, ça, c'est chouette pour pouvoir aborder la bipolarité. Ok. Après, n'hésitez pas à aller sur le site du 3114, où là, vous avez vraiment pas mal d'informations par rapport au suicide. Et ensuite, vous avez notamment 2 sites internet qui sont vraiment chouettes, Epsyquois et Psycom, où on peut retrouver une multitude d'informations sur la santé mentale, sur la sensibilisation, sur les jeunes, parce que surtout vraiment une information clé aussi qu'on n'a pas évoquée ici, c'est de se dire que les troubles psychiques arrivent souvent à l'adolescence. Oui. Il est très difficile du coup de faire la différence entre un trouble psychique ou une crise d'ado. On peut mettre ça sur il est enfermé dans sa chambre et puis il sort pas, puis il va plus en cours, mais bon, c'est la crise d'ado, quoi. Donc on apprend aussi en formation à faire le distinguo entre une crise d'adolescence et l'installation du coup d'un trouble. Donc ces sites-là aussi donnent pas mal d'informations. Oui, c'est un bon point et merci de le rajouter. Super, je mettrai tous les liens pour les personnes qui veulent rentrer un peu plus en profondeur sur ces notions. Ma dernière question pour clôturer ce super épisode, c'est pour toi, c'est quoi une thérapie? Une thérapie, c'est une terre où on va prendre soin de soi.
Et une fois qu'on aura pris soin suffisamment de soi, on va pouvoir s'ouvrir aux autres et permettre aux autres de pouvoir faire partie de notre univers ensoleillé. C'est beau. Super. Merci beaucoup, Alison, pour toutes ces précieuses informations. Merci à toi, Lily Rose, et merci beaucoup pour ces échanges. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.